19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 9 novembre 2021. Une vingtaine d'élèves morts calcinés dans un incendie d'une école préscolaire de la ville de Maradi. C'était hier lundi, peu avant la descente de la mi-journée. Informés, les autorités de la région ont fait le déplacement pour aller constater les dégâts causés par cet incendie. Le reportage de Yacouba Oumarou depuis Maradi. Parents et habitants du quartier effondrés à l'arme devant des classes en paillotte, totalement calcinées, encore fumantes, cherchant désespérément leur enfance. C'est la triste ambiance que nous avons trouvée au jardin d'enfants AFN de Maradi, situé au quartier Nouveau Carré dans la commune 1, où 3 classes en paillotte ont pris feu ce lundi, peu avant midi. Selon le bilan provisoire, 20 enfants sont morts dans les flammes avec 19 blessés graves, dont 10 dans une situation critique. Nous déplorons un important dégât, dont 20 morts, 19 blessés graves, dont 10 sont sérieusement dans un état très grave. C'est ce que nous déplorons pour le moment. Nous ne pouvons pas avancer l'origine de cet incendie. Nous allons laisser aux techniciens de faire leur travail pour détecter l'origine de cet incendie. Les dégâts matériels aussi, pour le moment, nous n'avons pas un bilan à faire. Comme on vient juste d'être informé de ce drame, de ce tragique incendie, pour le moment, on ne peut pas établir un bilan. Le second drame intervient moins de 24 heures seulement après un effondrement sur le site d'orpaillage de Kondago dans la commune de Daïssa, situé à 35 km de la ville de Maradi, où 18 corps ont été dégagés et plusieurs encore ensevelis, ce qui a nécessité le déplacement du gouverneur de la région sur les lieux. Je suis devant un drame. Et devant un drame, quelle est la réaction? Devant des morts. Vraiment, c'est s'incliner et souhaiter. Voilà le dernier bilan, toujours provisoire pour cet incendie, fait état de 25 morts. Voilà, je vous donne une lecture d'une déclaration de l'UNICEF à la suite de l'incendie dans cette école de la ville de Maradi. Déclaration attribuable à Stefano Safi, représentant de l'UNICEF au Niger. L'UNICEF est profondément attristé par les pertes en vies humaines à la suite du terrible incendie qui a ravagé une école primaire dans la ville de Maradi ce matin. Hier matin, les premières informations reçues indiquent que plusieurs enfants ont trouvé la mort dans l'incendie ou ont été blessés. Nous sommes de tout cœur avec les enfants et les familles touchées par ces drames et celles-ci qui ont perdu leurs proches. Nous exprimons notre profonde sympathie aux victimes, aux familles et aux communautés touchées par cette tragédie. Aucun enfant ne devrait jamais perdre la vie en allant à l'école. L'UNICEF va continuer à travailler avec les autorités et les partenaires à travers les pays pour améliorer les espaces d'éducation afin que les enfants puissent aller à l'école et apprendre en sécurité. Voilà, toujours dans le même registre, le système éducatif nigérien, toujours dans le carcan du phénomène de ces classes en paillotte. Cette situation qui entraîne chaque année son lot d'incendies avec des pertes en vies humaines. Au contraire, récemment, plusieurs enfants de la ville de Maradi sont calcinés dans un incendie de leur classe. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Une erreur répétée n'est pas une erreur mais une décision. C'est ce que nous apprend l'adage. En effet, comme une fois n'est pas coutume, le secteur éducatif nigérien vient après seulement 7 mois de quart faire face à un autre incendie dans une école, cette fois-ci de Maradi, causant également plusieurs décès, touchant essentiellement des petits enfants pour le moins innocents.
Victimes d'irresponsabilité politique, les élèves nigériens continuent d'étudier dans des conditions précaires qui ne leur garantissent aucune sécurité. En tant que père de famille, je me dois d'abord de partager la douleur des parents qui ont perdu leurs enfants. Je me mets à leur place et je mesure la douleur qui est la leur. L'État est interpellé. Après cet incendie, j'ai entendu le gouvernement dire qu'il va mettre 22%. Je pense qu'il y a quand même une question qu'il faut d'abord régler au préalable. C'est la question de la gouvernance. On peut mettre 50% du budget tant qu'on ne veille pas à ce que ceux qui sont chargés de l'exécution des marchés publics, que ces personnes-là ne détournent pas la partie du budget consacré à l'éducation. Tant qu'on ne le fera pas, on a beau mettre une 50% du budget dans l'éducation, des drames comme ceux du Pays-Bas et ceux du Maradi vont se répéter. Abana Ibrahim de rajouter qu'il est même une honte que le Niger, avec un sous-sol aussi riche, continue d'enregistrer des classes en paillotte. 35 000, on se rend compte de ce que ça veut dire. Qu'une capitale comme Niamey, que tu retrouves des écoles entièrement construites avec des classes en paillotte. À Koubia, ici j'en connais, des écoles entières où il n'y a pas une seule classe en matériaux définitifs. Je pense que c'est une honte pour l'État, c'est une honte pour la nation. Et donc il y a la nécessité que tous les acteurs de l'école se mobilisent pour que d'ici un délai raisonnable, qu'il n'y ait plus de classes en paillotte. Ainsi, plus d'une vingtaine d'enfants qui normalement devraient bénéficier d'une protection accrue de la part de l'État viennent de faire face à une situation qui aurait dû être prévenue, mais hélas ignorée au détriment de toutes les dispositions réglementaires qui garantissent le droit de l'enfant. Et il est plus que jamais temps que nous arrêtions d'attribuer tout ce qui nous arrive à une volonté divine et commençons à prendre les décisions qu'il faut pour finir avec ces phénomènes de classe en paillotte. Justement, suite à ces drames survenus le lundi dernier à Maradi, le gouvernement nigérien a décidé en conseil de ministres de mettre fin à la construction des classes en paillotte dans les écoles préscolaires. Suivez ce reportage de Hamza Sakou et Alidou Brema. C'est un autre drame qui vient encore endeuiller le monde scolaire, notamment celui du préscolaire. Après la mort d'une vingtaine d'élèves, le 13 avril dernier, à l'école Pays-Bas de Niamey, à Maradi, c'est 25 élèves, tous des jeunes, qui ont péri dans un incendie. À part la vingtaine des morts, le point commun de ces deux drames est les classes en paillotte. C'est pourquoi l'État du Niger, en Conseil de ministres, décide d'interdire les classes en paillotte dans les écoles préscolaires. Acteurs de l'éducation et ONG œuvrant dans la protection de l'enfant apprécient cette décision. Vous savez comment ces classes paillottes-là sont construites? Généralement, elles sont adossées à un mur. Et entre elles, elles sont alignées. Tout simplement pour faire économie de séco. Donc il y a un mur commun, il y a un séco commun entre deux classes. S'il vous plaît. Oui, il faut s'émouvoir. Mais il faut aussi analyser les choses sereinement. Malheureusement, l'école ne doit pas être une morgue, encore moins un cimetière, mais nous constatons avec regret que ce phénomène d'incendie est devenu en tout cas récurrent dans notre pays. Nous pensons que l'école devrait être un lieu sûr. Déjà que dans notre pays, on a des difficultés à scolariser l'ensemble des Nigériens. Je rappelle ici à toute fin utile qu'un enfant sur deux ne va pas quand même à l'école au Niger. Bien que nous saluions en tout cas à sa juste valeur la décision prise par le Conseil des ministres d'interdire la construction des écoles paillottes, et ça je précise, c'est uniquement au niveau du préscolaire, nous pensons que c'est une initiative quand même à saluer, mais nous aurons souhaité que cela aille plus loin. La solution au problème de l'éducation au Niger n'est plus dans les paroles, mais plutôt dans les actes. Quand vous voyez le train de vie de l'État, certaines dépenses qui sont faites, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas construire des classes, même si c'est en tôle. Vraiment, il faut que les gens considèrent l'école, qu'on n'attende pas les drames pour réagir, pour faire des annonces de ce genre. Même construire des classes en matériaux définitifs, je vous assure qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vous donne une illustration. On a construit un bâtiment de 25 milliards. 25 milliards, le bâtiment du ministère des Finances. Vous savez combien de classes on peut construire avec 25 milliards?
un seul bâtiment à 25 milliards. Mais si nous estimons que l'école fait partie de nos priorités, que la sécurité de ces jeunes marmots, de ces jeunes élèves-là fait partie de nos sécurités, donc de nos priorités, il n'y a pas à hésiter. Au gouvernement, qui est quand même garant, qui a signé la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais également tous les autres instruments juridiques concernant les enfants, l'éducation est un droit fondamental. Et nous devrons lutter contre l'ignorance et l'analphabétisme dans nos pays. Nous devrons donner des opportunités aux enfants, car l'éducation est un ascenseur social. Nous devrons faire en sorte qu'au-delà des discours, au-delà des bonnes intentions, que nous puissions manifester cette bienveillance vis-à-vis des enfants à travers des allocations budgétaires conséquentes. Ces acteurs de l'éducation demandent à l'État d'aller au-delà de la volonté politique pour donner à ces enfants, pour la plupart enfants des pauvres, leur droit le plus absolu qu'est l'éducation, dans la sécurité et les conditions adéquates. Pour finir avec le phénomène de la dégradation des mœurs dans nos villes, la division de la protection des mineurs et des femmes a initié des rencontres de sensibilisation avec des jeunes dans des établissements scolaires ainsi que dans les FADA. Asma Oussedou, Aboubakar Souley. Mettre fin à la consommation des stupéfiants par les jeunes, en l'occurrence la consommation du chicha, c'est l'objectif visé à travers cette campagne de sensibilisation initiée par la Direction de la protection des femmes et mineurs dans les différentes écoles et instituts de la ville de Niamey. Cette présente sortie médiatique marque ainsi le lancement officiel de ces activités. Nous avons remarqué ces derniers temps des comportements malsains de cette jeunesse, notamment la consommation de la chicha sur la voie publique, l'usage malsain sur les réseaux sociaux, pour ne citer que cela. Donc tout ceci nous a permis quand même de réfléchir sur des stratégies de lutte contre cette délinquance juvénile. En tant que division de protection, on ne va pas croiser les bras pour attendre que les infractions se posent d'abord pour réprimer. Donc nous avons aussi un devoir moral d'anticiper sur cela en rentrant en contact avec cette jeunesse, en leur expliquant les conséquences de ces actes-là qu'ils sont en train de poser de manière générale, et aussi attirer leur attention, c'est-à-dire une prise de conscience pour qu'ils puissent comprendre que nous les suivons de près et que ce ne sont pas des comportements autorisés. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Une initiative saluée et encouragée par les bénéficiaires de cette sensibilisation. Vraiment, je remercie la police d'avoir initié cette sensibilisation pour ces étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, surtout dans le domaine de la santé. Quand tu viens dans la santé, ça veut dire que tu es responsable. Tu dois t'occuper d'autres personnes, de la famille, de la population et de toute la communauté. Si tu te comportes d'une certaine façon, tu ne peux pas prendre en charge cette famille-là. Donc vraiment, je remercie la police. Il était temps. Il était vraiment temps que nos enfants soient sensibilisés, soient avertis des dangers réguliers et permanents qu'ils courent à travers certains comportements et certains actes. Il était vraiment temps. C'est un acte hautement appréciable et à encourager. Et nous avons constaté, et tout le monde l'a fait, un relâchement total de la responsabilité à 80-90% de la part des parents. Vraiment, c'est très important. Et je les encourage de continuer dans ce sens. Parce que ça va beaucoup rafraîchir la mémoire des uns et des autres sur la vie des étudiants. Parce qu'il y a ceux qui ne savent pas leurs effets secondaires sur la santé. Vu ces engagements, cette brave équipe est allée à la rencontre des jeunes dans les FADA dans la nuit du lundi afin de les sensibiliser sur les conséquences de la consommation du chicha et les amener à une prise de conscience. Ce sont des actes répressibles, donc on ne peut pas fermer les yeux, regarder, continuer. On est obligé de faire ces séances de sensibilisation pour une prise de conscience d'abord en un premier lieu et après voir l'effet que ça va donner dans les jours à venir. Je trouve aujourd'hui un plaisir énorme
de trouver les agents de la police d'ailleurs et venir vers nous pour nous sensibiliser de telles pratiques. Parce que nous, tous qui nous sommes convaincus que la prise de la chicha n'est même pas bon, non seulement pour la santé, à plus forte raison même pour notre propre poche. Au cas contraire, selon le commissaire, toutes les rigueurs de la loi seront appliquées. Pour rappel, cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans les 8 régions du pays. Ouverture ce matin d'un séminaire conjoint de la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel et la Direction générale de l'État civil des migrations et des réfugiés. C'était au siège de la HAPDP sous le thème « La protection des données personnelles dans le cadre de la modernisation et de l'information des faits de l'État civil ». Nafisat Zakou, Ibrahim Abdou. La protection des données personnelles dans le cadre de la modernisation et de l'information des systèmes d'enregistrement des faits de l'état civil, tel est le thème de ce séminaire conjoint organisé par la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel HAPDP et la Direction générale de l'état civil des migrations et des réfugiés DGCMR. Ce séminaire vise à renforcer la capacité des cadres des institutions intervenant dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Et vous savez que l'État du Niger, dans le cadre de l'informatisation, de renforcement du système de l'État civil, est en train de vouloir aussi mettre en place une agence nationale d'identification et d'enregistrement, est en train de vouloir, avec la Banque mondiale, enregistrer sur le plan biométrique tous les Nigériens et tous les étrangers, tout le monde au Niger. Donc il est important que les uns et les autres comprennent c'est quoi déjà les données à caractère personnel et quelles sont les législations qui existent en la matière et comment chacun dans son domaine de compétences va prendre conscience de la sensibilité de ces données et comment pouvoir les gérer au mieux de l'intérêt de nos citoyens. Cette rencontre a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui a mené plusieurs activités au Niger en matière de protection des données à caractère personnel. Début 2020, l'OIF est engagé aux côtés du Niger et de la DGEC en particulier dans la mise en œuvre du plan stratégique pour l'amélioration du système d'enregistrement des faits d'état civil et d'établissement des statistiques vitales au Niger. Donc pour ce faire, nous avons déployé des actions dans la région de Zinder, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, de conseils aux familles et d'enregistrement d'enfants. Une approche systémique dans laquelle tous les acteurs interviennent ensemble vers un même objectif, changer la situation des enfants, leur donner accès à leurs droits fondamentaux, notamment celui d'aller à l'école. Depuis la déclaration de Bamako, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en 2000, l'OIF était mobilisée sur la question connexe des fichiers électoraux. L'enregistrement, la déclaration des naissances en particulier étant la base de tous les droits. L'importance de ce séminaire conjoint, placé sous le haut patronage de la présidente de la HAPDP, a été soulignée par le secrétaire général de la dite institution dans son mot d'ouverture. C'est une formation en réalité qui n'est qu'à ses débuts et qui sera perpétuée certainement parce qu'à travers cette rencontre-là, nous allons définir un cadre de collaboration donc, avec les deux structures. C'est pourquoi je ne doute pas un seul instant que nos échanges produiront vraiment quelque chose de bénéfique qui va à long terme nous servir maintenant de boussole pour nos activités ultérieures. Parce que je suis au courant, le directeur l'a rappelé, et le Niger est engagé dans un vaste processus d'informatisation de l'état civil. Et donc cette formation pourrait quand même apporter donc un fruit, une certaine avancée donc, par rapport à la maîtrise même de la nécessité de protéger les données à caractère personnel. Durant donc toute une journée, les participants à cette formation seront outillés sur plusieurs thématiques dont entre autres
la cartographie des acteurs de programmes d'information de l'état civil, les usages des fichiers d'état civil et la sécurité des données à travers le professeur Mamoudou Niane, expert de l'OIF. Signature de convention ce matin à l'Institut africain de technologie IAT entre le dit Institut et l'Université de Douala. Cette signature, la NM du JAR, vise à fournir un enseignement de qualité à l'IAT. Nafissatou Yahya Sadoudoumi. Par la présente signature, cadre de coopération, l'Institut africain de technologie IAT et l'Université de Douala s'engagent pour un enseignement africain de qualité. Cet accord, ce n'est pas pour l'IAT seulement, c'est pour tout le Niger. Que ce soit les écoles d'enseignement professionnel du supérieur privé, que ce soit aussi les établissements supérieurs publics. Je vous dis que cet accord est pour tout le Niger. Et ce que je peux garantir et assurer le recteur de l'Université de Douala, c'est que nous ferons en sorte que les étudiants que nous allons former en master de recherche et dans un proche futur, les doctorants auront des formations de qualité parce que c'est des enseignants de qualité de l'Université de Douala qui vont venir enseigner à Niamey. Pour finir, je dirais et je préciserai que les diplômes délivrés sont des diplômes de l'Université de Douala. Les Nigériens peuvent compter sur nous. Nous mettrons de la rigueur. Un engagement à la grande satisfaction des deux parties. L'Université de Douala se réjouit de contribuer ainsi au développement d'une structure qui se distingue ici à Niamey par son engagement pour le développement à travers la formation et surtout par son patriotisme. Monsieur le Président fondateur de l'IAT, un président fondateur avec des idées panafricanistes, patriotiques et surtout porté vers la transformation de son environnement et en particulier l'environnement de la recherche et de l'enseignement. Je tiens à lui dire ici toute ma satisfaction. Nous avons vu l'Institut africain de technologie et nous voulons contribuer à rendre cette évolution décisive dans la mesure où cet accord, cette convention permettra à l'Université de Douala de contribuer au développement de cet institut et du pays. Une signature qui vient rejoindre plusieurs autres conventions et procédures signées par l'Institut africain de technologie IAT dans le cadre de sa politique éducative, celle de créer des filières promoteuses d'emploi pour le Niger, le tout couronné par un enseignement de qualité. L'Université tunisienne internationale du Niger a célébré ce 9 novembre la date anniversaire du poète et philosophe pakistanais Mohamed Iqbal. C'était à travers une conférence dénommée Allama Iqbal Day et placée sous le haut parrainage de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, Ariata Salah Aboubakar Souley. La conférence Allama Iqbal Day, placée sous le parrainage de l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Siroé, célébrée chaque 9 novembre, vise à rendre hommage à Mohamed Iqbal, poète et philosophe pakistanais. Une occasion pour se rappeler du poète et de ses œuvres. C'était un excellent travail qui a été abattu par le poète et philosophe Iqbal de son vivant, car sa philosophie a permis aux musulmans de se rapprocher davantage. Ce sont tous ces aspects que les étudiants de l'Université tunisienne internationale du Niger ont fait ressortir dans leurs prestations culturelles qui va du défilé de mode à la chanson, en passant par la danse à la pakistanaise et au poème de Iqbal exécuté par deux étudiantes. Dans son mot de bienvenue, la représentante de l'Université tunisienne internationale du Niger a salué le choix de son université pour abriter cette célébration et l'excellente coopération entre la Tunisie et le Pakistan.
permettez-nous de remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et de porter son choix sur l'Université tunisienne internationale pour la célébration de la journée du 9 novembre afin d'avoir hommage au célèbre poète et philosophe Mohamed Akbel. Les œuvres de Mohamed Iqbal sont traduites dans plusieurs langues et enseignées dans plusieurs universités du monde. Ses écrits sont porteurs de messages de paix, de lutte et d'unité. D'où cette célébration de sa date anniversaire en grande pompe au sein de l'Université tunisienne internationale du Niger, a laissé entendre l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger. Mohamed Iqbal est un poète très célèbre. Et c'est un poète qui n'est pas seulement célèbre au Pakistan. C'est un poète qui est très célèbre et c'est un poète de l'Est tout entière. Ses œuvres ont été célébrées au-delà du Pakistan, dans les pays arabes et même dans les pays africains. Parce que ses œuvres ont été traduites dans beaucoup de langues. Et ces messages, ces œuvres, ces écrits, ces poèmes sont toujours porteurs de messages. Des messages de paix, des messages de lutte, des messages de détermination. Son message a toujours été clair. Il a toujours été clair, non seulement à l'endroit des masses qui étaient sous la colonisation britannique, mais aussi à l'endroit de toutes ces colonies qui étaient colonisées donc, par les colons de l'époque. Et son message a toujours été clair. Il a toujours dit, levez-vous, soulevez-vous pour briser ces chaînes qui font de vous des esclaves. Ne vous sentez pas inférieur à vos maîtres, ne vous sentez pas inférieur à vos colonisations. Vous représentez des potentialités, vous représentez des valeurs de courage, des valeurs intellectuelles, des valeurs de force et des valeurs de travail. Soulevez-vous, levez-vous, brisez ces chaînes-là pour que vous soyez libres. Les étudiants de l'Université tunisienne internationale du Niger ont par la suite posé des questions sur Iqbal et des réponses appropriées leur ont été données par l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan. Ahmed Ali Siroé a enfin marqué cette célébration de la date anniversaire de Mohamed Iqbal par la remise des médailles aux 7 étudiants de l'université et 2 de leurs professeurs qui se sont distingués dans le travail. Clôture hier de la 2e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel du Niger, CESOG. Cette session a pris fin sur une note de satisfaction générale. Nafissatou Yahya, sur les images de Dunia TV. Après 15 jours, les travaux entrant dans le cadre de la 2e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel du Niger, CESOC, ont pris fin sur une note de satisfaction générale et par ses recommandations. Considérant l'arrêté numéro 00088P, CESOC, secrétariat général DSC, DAIGL, du 7 octobre 2021 portant convocation de la 2e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année 2021, considérant les règlements intérieurs du Conseil économique, social et culturel adopté à la plénière du 15 février 2019, considérant la délibération de la plénière du Conseil économique, social et culturel en date du 5 novembre 2021, la plénière du Conseil économique, social et culturel, en sa délibération du vendredi 5 novembre 2021, donne mandat au bureau du CESOC de poursuivre la collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM Côte d'Ivoire et le ministère des Finances pour conduire des enquêtes et des études en vue de l'aboutissement de l'initiative actionnariat populaire. Prenant la parole à cette occasion, le président du CESOC a accentué son intervention sur comment son institution va s'investir afin de soutenir les initiatives sur plusieurs plans. Sur le plan éducatif, la communication du ministère de l'Éducation nationale sur le thème « Les réformes au niveau du ministère de l'Éducation nationale, défis et perspectives » a révélé que des réformes fortes et pertinentes sont en cours et méritent le soutien de tous les acteurs. La contribution remarquable de l'émir de Matina sur l'expérience du Nigeria nous a édifiés aussi.
La communication sur l'éducation ayant suscité beaucoup d'intérêt, la commission permanente en charge des affaires sociales se fera le devoir, lors de la prochaine consultation des acteurs sociaux prévue avant la fin de cette année, d'épingler les préoccupations majeures dans ce secteur afin de formuler des thèmes d'enquête et d'études à entreprendre par le CESOC. Au plan institutionnel, le CESOC orientera ses efforts de réflexion sur l'amélioration des approches et les méthodes d'intervention capables de soutenir la nouvelle dynamique du développement impulsée à notre pays par le président de la République. Mesdames et messieurs, parlant de la question de sécurité, la situation demeure préoccupante, malgré les efforts constants du gouvernement et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. À ce niveau, le CESOC doit s'investir pour sensibiliser la population à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité et à bannir tout acte de nature à saper la coexistence pacifique des communautés. Le CESOC doit s'investir également pour soutenir toutes les initiatives de création d'emplois et de richesses au profit de la jeunesse. Le président du CESOC, Malam Likari, a enfin remercié les invités qui ont rehaussé de leur présence à cette session pour leur soutien et leur marque d'amitié. Il a par la même occasion présenté ses condoléances aux familles endeuillées de Bani Bangou. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.